Salut, salut! Dans cet épisode, nous allons aborder la synastrie amoureuse et je vais vous présenter quelle est ma méthodologie et ce qui m'importe quand j'en fais. Donc, vous allez en voir de plus en plus des synastries de célébrités sur la chaîne et, euh, et j'espère un jour vous présenter les célébrités de personnes lambda qui sont souvent aussi tout aussi intéressantes vu que la plupart du temps, j'ai plus de détails. Donc, la synastrie amoureuse, ça permet de savoir qu'est-ce qu'une personne ressent pour une autre personne. Donc, d'analyser les sentiments et l'effet de l'un sur l'autre, comparément au thème composite qui permet de voir la destinée de la relation. J'ai fait un épisode dessus. Et comme ici, la synastrie amoureuse, donc moi, ce que je regarde en premier lieu, enfin, ce qui est important pour moi avant de faire chaque synastrie, c'est de maîtriser l'interprétation de chaque thème, donc de chacun des membres de la synastrie de manière individuelle et en fonction de ce que je cherche. Donc vous comprendrez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, que je fais de l'astrologie horaire, principalement que ce soit en individuel ou en synastrie. Voilà, les analyses complètes de couple, etc., je le fais toujours, mais j'aime bien me centrer sur un problème particulier, sachant que quand on pose une question, elle répond souvent à 10 autres questions, vous voyez. Mais j'aime bien avoir une question ciblée, un axe avec lequel je vais regarder la synastrie. C'est pour ça aussi que pour les célébrités notamment, c'est un peu plus difficile parce que je ne les connais pas. Je tiens à le préciser, donc je pense qu'il y a une grosse part d'intuitivité par rapport à ce que je vois sur eux, sachant que la plupart des gens que vous me proposez, je les connais vraiment pas du tout. Il y a personne dont je maîtrise la vie, hein, en vrai, à part la mienne, mais encore plus les célébrités. Et donc, j'essaye toujours quand même de faire un portrait individuel de chaque membre avant de vous faire la synastrie. Comme ça vous permet de ça vous permet de voir en fait comment est-ce que la personne elle est inclinée personnellement dans son propre thème et les choses qui la suivent en synastrie. Donc la synastrie, c'est un double travail parce que ça demande de maîtriser la symbolique des signes et des maisons, de comprendre ce qu'on recherche, d'avoir un aperçu général. Ça demande de comprendre l'analogie, de savoir détecter personnellement les problèmes que la personne ne te dit pas, parce que surtout sur Internet, quand je fais les synastries en personne, c'est beaucoup plus facile. Mais avec le langage corporel et tous les trucs et tout, surtout quand je connais les gens un minimum. Mais voilà, il y a des choses souvent que les gens ne disent pas et c'est la manière dont ils posent les questions que tu arrives à déduire ce qu'ils cachent en fait. C'est une analyse plutôt analogique et comme j'essaye de vous faire, d'associer certains signes à des verbes, à des symboles, à des actions pour que vous puissiez vous-même faire ces connexions-là. Il faut pas détacher le langage de l'astrologie parce que l'astrologie c'est un langage en soi en fait. Et aussi bien évidemment la psychologie qui elle est un peu plus difficile parce qu'il faut je pense qu'il faut avoir un talent déjà, un don pour ça et il faut se former, vous voyez. Et pour moi, la psychologie, ça découle des expériences. On n'est pas né avec une psychologie actée, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut rechercher les dominantes planétaires, surtout dans le cadre des synastries. Voilà, si dans votre thème amoureux ou affectif, c'est Saturne qui domine et que la personne en face c'est Jupiter, il risque d'y avoir des soucis, vous voyez. Ou alors ça dépend de la maturité de la personne. Donc évidemment, l'âge de la personne qui fait la synastrie est super important. Pour moi, ça, c'est un des premiers critères parce que les synastries de personnes de 20 ans, c'est pas pareil que des personnes qui ont 50 ans et qui ont 20 ans de vie commune ou qui ont 20 ans d'expérience de vie, tout simplement, en fait. Et qui viennent avec les bagages, les traumas, les dettes, les divorces et tout le patatras. La psychologie, elle est jamais la même. Qu'est-ce que je dis? Donc pour moi, personnellement, quand je travaille, j'aime bien que les gens posent des questions parce que moi, j'aime pas deviner et j'aime pas inventer les choses parce que il y a de grandes chances que je tombe faux déjà. Donc et c'est même pas le but de l'astrologie en fait. Pour ça, il faut aller voir des médiums et des et des devins. Et de toute façon, en général, les gens qui consultent, c'est les gens qui
qui me ressemblent assez, du moins qui m'ont ressemblé ou qui me ressembleront à un moment donné de ma vie. Et c'est le cas, je pense, pour tous les astrologues. Donc ceci pour ça que vous me voyez, je ne fais pas trop de publicité parce que j'ai pas envie de... En fait, c'est les gens qui doivent venir à moi, simplement. Si quelqu'un ne sent pas le besoin, quelqu'un sent que une réticence, il faut pas forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout c'est les trucs un peu spirituels et tout, parce que après ça me poursuit. Donc, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que souvent les choses qu'on a individuellement nous rattrapent, les problèmes du moins qu'on a nous rattrapent dans les couples. Donc, en fait, si vous voulez, la part de déterminisme qu'on a, pour moi, en astrologie, c'est il y a l'expression qui dit que les astres ne prédisent pas, inclinent, mais ne déterminent pas, un truc comme ça. Et je pense que c'est vrai, mais que jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens subissent le déterminisme entre guillemets négatif parce qu'ils ne sont pas, ils ne font pas des choix conscients en fait. Donc ils subissent les problèmes déjà marqués par leur thème. Et j'ai envie de dire, le thème astral vous dit tous les problèmes que vous allez rencontrer, mais ça ne dit pas comment est-ce que vous allez réagir et comment est-ce que vous allez traverser individuellement. Vous voyez. Et aussi selon l'âge. Donc j'aimerais quand même préciser ça parce que voilà, un thème astral, certes, ça suit une personne à vie, mais les transits sont aussi importants parce que ça actualise le thème par rapport à un moment donné. Et je le vois notamment en synastrie amoureuse parce qu'il y a je vois beaucoup de personnes qui ont, à l'image de ma vie en vrai, qui ont rencontré quelqu'un qu'ils aimaient énormément quand ils étaient jeunes et puis ils se retrouvent 20 ans, 15 ans plus tard à toujours avoir une histoire un peu plus ou moins stable ou plus ou moins tumultueuse avec la même personne et en fait 15 ans plus tard c'est mieux parce que ils sont dans un autre état psychologique, ils sont dans une autre étape de leur vie et les contingences extérieures font que ils peuvent enfin s'épanouir en couple, ce qu'ils ne pourraient pas faire 20 ans plus tard. Donc voilà, je pense qu'il faut intégrer que le déterminisme, vous allez le subir d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce que ça va vous affecter, vous, ça dépend de où vous êtes, en fait. Je pense que c'est important que je précise ça. C'est pas parce que, voilà, votre thème il dit vous allez pas avoir des relations longues que ce sera le cas toute votre vie. C'est pas vrai. Il suffit parfois juste de changer le genre de personne avec qui vous vous mettez en couple, changer vos critères, tout simplement, ou déménager. Parfois, ça suffit. Déménager, changer de critères, changer de situation financière ou professionnelle, et tout d'un coup, voilà, tous les problèmes ne vont pas disparaître, mais il y en a beaucoup quand même qui vont s'envoler. Bref, donc qu'est-ce qui est important en synastrie amoureuse ou en compatibilité? Je vais vous donner mes critères personnels. Je pense que tout est important, mais je vais vous partager les astres, en fait, qu'est-ce que ça signifie un par un, de manière très simple, des choses que j'espère, parce que je ne lis pas les livres d'astrologie récents, et j'espère que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre sérieux qui vous parle d'astrologie. Au-delà de le bélier aime bavarder, le Gémeaux aime bavarder, le Bélier aime être actif et des trucs basiques, simples comme ça. Donc, vraiment, avant de faire chaque synastrie, je le répète, c'est super important de maîtriser les signes, les planètes, les maîtrises, notamment de comprendre, voilà, quand tel astre est dans tel signe, qu'est-ce que ça signifie. Et quand il fait un aspect à telle autre astre, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, une lune conjointe à Saturne dans un thème natal ou en synastrie, c'est deux astres qui s'opposent naturellement. La lune par le Cancer et le Saturne parce que maître du Capricorne. Et voilà. Donc souvent ça même quand c'est en conjonction comme ça, notamment en synastrie, il y a souvent beaucoup de tension entre les deux personnes. Et beaucoup d'appels à devenir plus mature, en fait, en général, même dans le meilleur des cas. Et c'est pas toujours bien vécu, selon la maturité de la personne en question. Bref.
Le soleil en synastrie, pour moi, donc le soleil en général, vous savez que c'est le père, ou c'est la figure paternelle, donc ça peut être n'importe qui a ce rôle-là, le grand-père, le beau-père, l'oncle, le parrain, voilà, l'éducateur, etc. Pour ceux qui ont grandi placés. Vous avez le soleil dans le thème d'une femme qui représente l'époux, donc le mari. Ça représente aussi en général la virilité masculine avec Mars, la protection, la personnalité de la personne, comment est-ce qu'il sera, et les plaisirs en général. Donc ça inclut les plaisirs de la chair et tout ça, mais c'est pas spécifiquement ça, même si souvent c'est intéressant de voir ça dans les thèmes individuels, notamment chez les hommes. Le soleil, ça indique souvent comment est-ce qu'ils sont en tant que partenaires sexuels. Et les enfants en général aussi. Donc les beaux aspects Jupiter, Soleil, même quand les astres sont débiles, hein, le Soleil en Verseau et Jupiter en Gémeaux, etc. Les beaux trigones comme ça, c'est souvent des personnes qui ont des enfants. Ouais, soit des enfants qu'ils ont naturellement, biologiques, ou soit des enfants qu'ils ont adoptés. Et ça indique aussi dans le thème d'une femme le rapport aux hommes. La lune, c'est la figure maternelle et la lignée et la mère. Dans le thème d'un homme, c'est le rapport aux femmes. Pour le coup, c'est l'épouse, c'est la petite enfance aussi. Donc en synastrie, moi, ou plutôt en composé, j'ai l'impression que c'est le début de la relation. Mais en général, ça représente la petite enfance, donc de 0 à 7 ans, ça représente le foyer conjugal, la vie commune, la fertilité, donc les organes de reproduction, et aussi notamment, voilà, dans un thème individuel. Quand j'ai quelqu'un qui me demande est-ce que je vais avoir des enfants avec tel homme, bah, la première chose que je regarde, c'est est-ce qu'elle est fertile, vous voyez, et la lune et tous les aspects qui lui sont associés souvent sont des bons indicateurs. Ça représente aussi la cuisine, donc les restaurants, évidemment, ou la cuisine faite maison. Vous avez ensuite Mars, qui est le symbole de la vérité par excellence, mais il faut pas oublier de l'associer au soleil et voir les deux, comment est-ce que c'est associé pour comprendre le rapport aux hommes de la femme en question. Vous avez la personnalité de l'amant, le type d'amant charnel que c'est, son type de séduction, son mode d'expression. C'est très physique aussi. Ça, oui, vu que Mars est le maître du Bélier, et le Bélier c'est la maison 1 et c'est le physique. Donc le physique et la robustesse physique et tous les trucs des hommes là que vous connaissez, que je vais pas citer. Donc voilà, Mercure, Mars, Mercure maître de votre ascendant ou l'ascendant de la personne, et Mars, Mars Pluton, Mars qui est maître de la maison 5, ou Mars en tout cas Mars maître de la maison 5, en tout cas Mars est le maître de la maison 5 si c'est pas Mars, le maître de la maison 8 est Mars, le maître du milieu du ciel est Mars, etc. Ça représente les hommes qu'on a. Ensuite, vous avez Vénus, qui représente la féminité, donc le type d'amante charnel pour les hommes, la matérialité, les voies de séduction de la personne, donc de la femme, le genre de femme qu'on attire, le charme, l'harmonie du couple. Ça représente aussi la gestion financière du couple, hein, en soi. Les contrats, le mariage naturellement, vous le savez, les biens communs, et toutes les choses que le couple, en général, où les deux personnes ont en commun, l'apparence physique de la femme. Donc les aspects de Vénus indiquent notamment si le mariage est possible entre deux personnes, si le mariage va durer aussi, s'il y a des aspects Vénus-Saturne, souvent c'est intéressant quand c'est harmonieux. Ou voilà, Vénus-Pluton, c'est plus le côté charnel, le côté alchimie, etc. Et Vénus-Neptune aussi, hein, on va en parler. Je pense que je ferai un épisode dédié à Vénus-Neptune parce que je vois souvent ça en synastrie. Et c'est très très intéressant, Vénus-Neptune. Ah là là, Vénus-Neptune. Donc naturel, les autres, Lune, Vénus, Mars, Vénus, etc. Souvent ça c'est l'entente
l'entente primaire, si on peut dire ça. L'entente, la capacité à comment on appelle ça, avoir que le feeling passe entre deux personnes sans trop forcer en fait. Mais bon, ça c'est pas toujours gage de la longévité et notamment c'est une bonne transition pour parler de Jupiter qui est le premier astre qui symbolise la longévité du couple. Donc Vénus et Jupiter en général c'est la gestion financière du couple parce que je sais pas si vous le savez mais alors, je suppose que vous le savez, l'argent c'est une des premières causes pour lesquelles les gens se séparent. Donc les mariages se rompent, les couples se clashent, etc. Donc ça indique aussi ça. Jupiter, c'est aussi les enfants, c'est aussi voilà la capacité à se renouveler et à faire des choses un peu qui sortent des sentiers battus. Non, 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 à évoluer aussi. Vous avez Saturne qui représente la longévité et la solidité du couple et donc le mariage. Donc Saturne qui fait des aspects à la Lune, au Soleil, etc. Souvent c'est bien. Après, quand on est jeune, c'est un peu chiant parce que moi j'ai vu souvent des personnes qui sont mises à rude épreuve durant leur jeunesse. Ils ont du mal à stabiliser à ce niveau-là et c'est vraiment à partir de après leur retour de Saturne, leur deuxième retour de Jupiter vers 36 ans, etc., que ça commence à aller. Ensuite, vous avez Uranus qui représente les frictions, les tensions dans les couples. Donc, les astrologues traditionnels considèrent que quand Uranus, par exemple, se retrouve dans la maison de 7, c'est le divorce. Oui et non, hein, ça dépend, comme tout. Ça représente aussi l'alchimie intellectuelle, ça représente les pannes sexuelles quand c'est aspecté au soleil et à Mars. Je vais pas élaborer. Ce sera le sujet d'un autre épisode, les ruptures plus ou moins brutales. Voilà, et donc les coups de foudre, comme je vous ai dit, les soleils Uranus, Mars Uranus, Vénus Uranus, etc. Ce sont la foudre. Mais bon, vous savez que quand on a les coups de foudre, ça veut rien dire en soi. Ça veut juste dire que voilà, tout de suite ça match en fait. Et j'ai remarqué que les aspects Uranus, c'est pas des choses qui disparaissent assez facilement non plus. Donc même quand on se clash, ouais, c'est souvent des gens qui finissent, je sais pas, ils se remettent ensemble à un moment, ou ce qui les a fait craquer les refont craquer plus tard. C'est un peu et c'est aussi les vagabonds hein, sexuels. Hein. Je sais pas si je tiens à le préciser. Pareil pour Jupiter, mais surtout Neptune, Neptune en Sagittaire, etc. Ouais, c'est les gens qui vont de liane en liane, homme ou femme d'ailleurs. Ça va sans faire de sexisme. Et ça a une bonne transition pour parler de Neptune en signe astral, qui pour moi c'est les infidélités, la désillusion et les déceptions amoureuses. Donc je sais que les Neptuniens vont détester ça parce que on parle toujours mal de Neptune, mais en fait Neptune n'existe pas, Neptune n'a pas de signification en lui-même. Je pense que c'est une des premières choses à dire. Neptune, il travaille ou il agit en fonction des autres astres en fait. Neptune, c'est comme un amplificateur. C'est il bosse avec les autres. Donc les Vénus, Neptune en général c'est bien. Enfin c'est bien quand c'est harmonieux. Hein. Quand c'est des carrés c'est compliqué. Mais mais voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire à part que voilà, ça représente les infidélités, les désillusions. Donc c'est des choses qu'on voit dans les thèmes individuels et qu'on revoit en général dans les signes astrales. Aïe! Donc si Neptune est en maison 7 ou en maison 5, des choses comme ça. Girl, what? Tu griffes maman? Mercure, ça représente la compatibilité intellectuelle, donc les soleils Mercure. C'est important, Mercure, selon ce que ça gouverne dans le thème. Donc s'il est maître de l'ascendant angulaire, s'il est maître de la maison 5 qui est associée à l'amour avec le soleil, la maison 7 avec le mariage, donc l'union, ou la maison 8, la sexualité. Voilà pour ce qui est des astres. Ensuite, la lune noire, je suis pas très à l'aise, donc je vais rien dire de particulier. Parce que je suis pas vraiment d'accord avec l'association que la plupart des astrologues ou les amateurs font avec Lilith. Je comprends pas trop le rapport.
En fait, quand on connaît bien l'histoire de Lilith, donc bon, moi je vais pas aborder la lune noire, je le fais rarement. C'est les nœuds lunaires qui m'intéressent. Et les nœuds lunaires, si vous voulez, euh, pour moi, ça indique en premier lieu, je pense que c'est ce que je peux partager ici, si vous vous êtes connu avant ou pas, en fait, et si cette personne-là est amenée à vous faire évoluer ou pas. Donc la compatibilité des lieux nord, elle est importante dans ce sens-là en premier. Je pense que si ça déjà ça va pas, en fait, ça, en général, vous le vivez, ça se voit dans vos relations si vous essayez de faire quoi que ce soit sur le long terme, en fait. Parce il y en aura forcément un qui va réussir plus ou moins à faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie et l'autre qui aura l'impression d'être passé à côté. Donc, c'est important les compatibilités entre les nœuds nord individuellement. Donc, par exemple, nœud nord en balance, nœud nord en lion, ou le nœud nord en vierge, nœud nord en... nœud nord en scorpion, des choses comme ça. Ou alors, nœud nord en taureau, nœud nord en capricorne. Euh, c'est un peu rare. Vous avez une bonne différence d'âge. Et voilà, ce genre de choses-là. Ou alors, s'il y a des conjonctions au nœud sud aussi. Donc, les astres importants pour vous, par exemple, le maître de l'ascendant conjoint au nœud sud de quelqu'un d'autre, c'est intéressant, ça montre que vous êtes peut-être connu dans les vies d'avant. Après, moi, je fais pas cette astrologie-là. Voilà, je pense que dans la vie, il faut savoir rester concentré. J'ai hâte, peut-être, un jour, je connaîtrai des astrologues qui font les régressions, les choses des vies passées, etc. Ou alors, ce qu'on appelle l'astrologie karmique, que je pratique pas du tout. Mais voilà, moi, je suis pas trop experte de ça. Je sais juste voir les symboles et tout. Je pense que c'est déjà beaucoup. Vous avez donc j'ai eu quelques questions de temps en temps auxquelles je vais essayer de répondre. Donc comme je vous disais, est-ce que il y a une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'un couple est toujours incompatible? Donc je dis non. Non, parce que je vous ai dit, les transits c'est important, les synastries, les moments importants, les transits de Jupiter, de Pluton, de Saturne sur l'ascendant, ce genre de choses-là, c'est toujours significatif. Et ça change un peu la vie d'une personne. Et c'est aussi pour ça que moi j'aime parler aux gens, parce que je pense que tout bon astrologue doit essayer de vous connaître un minimum pour pouvoir bien faire la synastrie, parce que ou toute interprétation, parce qu'en fait ça dépend de où vous êtes vous. Maintenant les symboles sont ce qu'ils sont, l'astrologie elle est ce qu'elle est, mais bon, voilà. Je sais pas quel exemple vous donner. Je pensais à vous donner un exemple. Par exemple, un homme qui a Vénus sur maison 5, qui a 20 ans, c'est quelqu'un qui va tirer sur tout ce qui bouge, en fait. Mais à 50 ans ou 55 ans, je suis pas sûre, en fait. Ça peut être quelqu'un qui simplement, sachant que Vénus, par exemple, elle est maître de sa maison 2, c'est quelqu'un qui va aimer dépenser de l'argent pour ses enfants. Ou Jupiter en maison 5, des choses comme ça. Ou qui va aimer... euh, ah qui va aimer offrir des cadeaux à ses partenaires, vous voyez, des choses comme ça. Et donc il va switcher, si vous voulez, le symbole de sa Vénus en maison 5. Mais ne vous dites pas que les choses que vous faites ne sont pas du tout visibles dans vos thèmes. Si, en fait, peu importe ce que vous faites, que vous soyez en harmonie ou en disharmonie avec votre thème, c'est toujours visible dans votre thème. Et c'est ça le pouvoir de l'astrologie. Donc, faites-en ce que vous voulez. Et oui, tout ce que je pourrais préciser, c'est qu'il y a certains amours qui n'applaudissent vraiment pas au premier abord, mais qui finissent par bien s'emboîter les uns avec les autres. Donc pour terminer, peut-on éviter les relations toxiques grâce à l'astrologie? Ça mériterait un épisode en soi, mais je dirais non. Vous pouvez les retarder, mais vous ne pourrez pas les éviter. Ou vous pourrez changer de type de relation toxique, si on peut dire ça. Écoutez, ça sera l'objet d'un autre épisode. Je vous remercie parce que nous sommes off the time et celle-ci est très énervée. Donc, on y va. À très vite.